S'agissant maintenant du contenu de la notion de charge déductible, on va être amené à distinguer, pour simplifier, au moins 3 grandes catégories de charges déductibles au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Alors, par parenthèse, je dis pour simplifier parce que l'article 39 du Code général des impôts, qui concerne les charges déductibles dans le cadre des bénéfices industriels et commerciaux, contient à lui seul plus de 110 paragraphes et plus de, de 6000 mots. Tiens, à cette occasion, ça serait intéressant que les étudiants lisent cet article 39 hein, dans son intégralité sur le Code général des impôts sur le site legifrance.gouv. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, on va essayer simplement de simplifier. Vous allez voir, c'est pas compliqué, mais dans la réalité, les charges déductibles sont très très éparpillées. Il y a dans l'article 39, puis il y a dans tout un tas d'autres articles. Alors, on a donc, pour simplifier, les frais généraux, c'est-à-dire en fait, comme je l'indique sur la diapositive, les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, les loyers des immeubles dont l'entreprise est locataire, les remboursements d'emprunts, les intérêts servis aux associés et puis plein d'autres choses. Ça, c'est une première grande catégorie. On a une deuxième catégorie qui concerne les amortissements et les amortissements fiscaux. Donc on verra ça et puis il y a une troisième catégorie de charges, qu'on étudiera, qui sont, les provisions. En réalité, on a d'autres catégories de charges, mais celles-là on les verra pas. On a en particulier ce qu'on appelle les moins-values, qui pourraient constituer une quatrième grande catégorie de charges déductibles. Compte tenu de leur traitement fiscal un peu particulier et du temps, qui nous est imparti, on ne les étudiera pas, si vous le permettez. On n'a d'ailleurs pas étudié les plus-values, hein, lorsqu'on a vu les produits imposables. Les plus-values sont un peu l'équivalent, des moins-values, mais pour ce qui concerne les produits imposables. Alors voyons les frais généraux dans un premier temps. On en parlait un tout petit peu dans les illustrations, sur les rapports entre la fiscalité, et la comptabilité, j'y reviens, quelques instants. Alors malgré, ce que j'indiquais et la longueur de l'article 39 du Code général des impôts dont je viens de parler, il n'y a malheureusement pas dans la fiscalité de liste, exhaustive, complète des frais généraux. Alors, en application des principes de complémentarité, entre la fiscalité et la comptabilité, hein, qu'on vient de voir, on peut donc se reporter utilement, pour avoir des indications sur, ces frais généraux à la comptabilité générale et au plan comptable général et à la plupart des comptes de charges de classe 6. Alors pas tous les comptes, mais essentiellement, les comptes, de 60 de classe 60 à 67, à l'exception, des amortissements et des provisions ainsi que, des impôts sur les bénéfices qui, on le verra, sont traités à part, par la fiscalité. Sont pas traités comme charges en fait, hein, du point de vue, charges déductibles. On verra pourquoi, alors que ce sont bien sûr des charges, pour, l'entreprise d'un point de vue comptable. Donc, d'un point de vue fiscal, si on se recentre un peu sur la fiscalité, les frais généraux comprennent, au minimum, eux aussi plutôt, les grandes catégories de dépenses suivantes, hein, qui sont effectuées, toujours par l'entreprise et dans son intérêt. Alors on a, comme vous le voyez sur la diapositive, les achats courants et les prestations de services, acquis par l'entreprise. Alors par parenthèse, je signale que le précis de fiscalité, rappelait que certaines charges, précis de fiscalité 2018, paragraphe 2961 et suivants, rappelait que certaines charges, n'étaient pas en principe déductibles et donnait des exemples, enfin donner une liste des charges non déductibles, mais encore une fois, cette liste n'est pas exhaustive et que, ces charges n'étant pas déductibles, elles devaient, être réintégrées, hein, dans les bases imposables, c'est-à-dire sorties, des charges, déductibles. Et on nous disait par exemple, certaines charges à caractère somptuaire, conformément à l'article 39, paragraphe 4, hein, du Code général des impôts. Or les charges somptuaires ou à caractère somptuaire, ce sont, des dépenses excessives, hein, en général des dépenses de luxe. Et le précis de fiscalité, toujours entre parenthèses, nous donnait, alors je vous lis un extrait rapidement.
sont expressément exclus des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt. Alors là, suit une liste de dépenses. Les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse, ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche. Oui, on comprend. Les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que l'entretien de ces résidences. Les dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que leur entretien. L'amortissement des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 du Code général des impôts pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 euros, etc. Alors il y a quelques exceptions au principe de réintégration. Certaines dépenses sont toutefois susceptibles, excusez-moi, d'échapper à l'interdiction de déduction si l'entreprise qui les expose peut justifier qu'elles sont nécessaires à son activité en raison même de son objet. Alors voilà la finesse, je dirais, et l'intérêt des charges déductibles et les relations non juridiques qui peuvent exister entre la fiscalité et le contribuable, qui ne sont pas donc des relations strictement juridiques, dans la mesure où le contribuable a une marge toujours de négociation. Il y a souvent, en tout cas, une fenêtre ou une porte ouverte. Donc on peut éventuellement faire certaines dépenses somptuaires, donc c'est ça dont on parle, à condition que ce soit justifié, par exemple, par le caractère social de la dépense, hein, ou la nécessité de l'activité de l'entreprise elle-même, recevoir des clients, leur remettre plein à la vue, je sais. Donc vous voyez, c'est très intéressant. Alors que dans le code général des impôts, vous voyez, je vous le dis, simplement les achats courants et prestations de services acquis par l'entreprise, il y a guère plus de choses. Mais dans l'interprétation qui en est faite, il y a énormément de choses. Alors deuxième aspect de ces frais généraux, les salaires et frais de manœuvre. Pardon. Il s'agit des salaires proprement dits et des accessoires, hein, comme on dit, des salaires, à savoir les charges sociales, les indemnités, les primes, hein, qui sont liées directement au contrat de travail. Alors, je signale quand même, et ça c'est important, que pour être déductibles, les salaires doivent répondre à un certain nombre de conditions, ou les dépenses visées dans la catégorie de salaire doivent répondre à un certain nombre de conditions. D'abord, ces dépenses doivent correspondre à un travail effectif. Elles doivent rémunérer un travail effectif, ainsi que les charges salariales et sociales qui sont liées. Ça veut dire qu'une rémunération, un salaire, des charges sociales, etc., qui sont liées à des emplois fictifs, ne peuvent naturellement pas donner lieu à déduction. Donc le travail doit être effectif et réel. Deuxième condition, hein, pour déduire les rémunérations, les salaires et charges et frais de main-d'œuvre, le travail rémunéré par l'entreprise doit être effectué dans le cadre d'un lien de subordination à un employeur. Donc vous vous souvenez peut-être du droit du travail et du contrat de travail qui est caractérisé justement par à la fois l'aspect de rémunération, mais surtout par le lien de subordination, ou aussi par le lien de subordination entre un employeur et un salarié. Donc c'est un critère très, très, très important. Il doit y avoir, somme toute, un contrat de travail ou quelque chose qui ressemble à un contrat de travail pour qu'on puisse déduire les sommes qui sont payées en contrepartie du travail qui est effectué par l'employé, le salarié. Ça veut dire aussi, et ça c'est important pour certaines entreprises, ça veut dire en particulier qu'un exploitant individuel ne peut pas se verser à lui-même un salaire, mais va se payer normalement sur le bénéfice net revenant au chef d'entreprise. Donc on ne peut pas se constituer, comment dirais-je, des services, un salaire, une retraite, de salarié par exemple, en étant, employé de soi-même. On ne peut pas, puisqu'il ne peut pas y avoir de lien de subordination, puisque la personne est seule. Vous voyez un peu l'idée? Donc ça, cette question du salariat et du contrat de travail, elle revient, y compris dans la fiscalité. Et troisième critère pour être déductible, les salaires et frais de main-d'œuvre ne doivent pas être excessifs. C'est-à-dire que si vous donnez 10 000 € à un de vos employés qui livre des pizzas, par exemple, vous pouvez théoriquement le faire, mais vous ne pourrez pas déduire fiscalement l'intégralité du salaire parce qu'on va considérer au niveau du fisc que le salaire est excessif.
Donc là aussi, dans la liberté de fixation des salaires, je fais une parenthèse de droit social, de droit du travail, dans la liberté de fixation des salaires, il y avait un plancher, hein, donc qui est en particulier le salaire minimum horaire, hein, le SMIC, mais il y a aussi un plafond qui n'existe pas nécessairement en droit du travail, mais qui va exister en matière de fiscalité. Ce plafond, on ne vous interdit pas de payer les gens très cher. Par contre, vous ne pouvez pas en tirer argument pour déduire les sommes que vous avez payées de votre assiette imposable. On poursuit sur les frais généraux avec les frais financiers et intérêts payés par l'entreprise. Ce sont par exemple ce qu'on appelle les agios, les commissions et autres frais bancaires ou assimilés, et plus généralement des intérêts versés en raison des sommes empruntées par l'entreprise. Or, ces frais financiers sont déductibles hein, s'ils rémunèrent des services ou des emprunts contractés pour la gestion normale de l'entreprise. Donc, encore une fois, on retombe sur les critères de gestion normale ou de déductibilité, hein. Ces critères sont vraiment très très importants à connaître. Une petite particularité concernant les emprunts. Il y a une distinction entre la déductibilité du capital et la déductibilité des intérêts. Le remboursement du capital des emprunts n'est pas déductible. Autrement dit, si l'entreprise emprunte, par exemple, 100 000 à un taux de 2,5 sur 10 ans sans assurance, donc là j'ai calculé qu'elle remboursera au total donc 100 000 de capital et 3100, attendez, 3124 d'intérêts. Seuls les 3124 d'intérêts seront fiscalement déductibles. Vous voyez un peu l'idée. Le remboursement du capital lui-même n'est pas déductible. Alors pourquoi cette distinction entre les intérêts déductibles et le capital non déductible, ou les intérêts qui sont déductibles et le capital qui n'est pas déductible? Eh bien, en fait, parce que le capital n'est pas, à proprement parler, une charge qui sort de l'entreprise. L'entreprise a emprunté 100 000 et elle rend 100 000. Donc, finalement, l'opération en capital est neutre d'un point de vue, du point de vue de l'entreprise. Le vrai flux de sortie, si on peut dire, et donc la vraie charge qui peut être déductible, concerne le coût financier de l'emprunt, qui est au total de 3 124 dans l'exemple que j'ai donné. C'est cette charge-là que l'entreprise est autorisée à déduire, pas le remboursement du capital des 100 000 euros ou des 100 000 dont je viens de parler. Alors les frais fiscaux, là aussi il y a une petite astuce, si on peut dire, quelque chose qu'il faut avoir présent à l'esprit quand on regarde cette question des frais fiscaux, et donc une attention particulière à avoir. Alors, très schématiquement, hein, pour bien comprendre cette question qui est un peu épineuse, la déduction des frais fiscaux, on peut essayer de distinguer 3 cas de figure. Je vais essayer de distinguer trois cas de figure. Le premier cas, c'est le plus simple. En principe, les divers impôts dus par l'entreprise avant le résultat, et qui restent à sa charge, hein, ces impôts, on ne compte pas donc la TVA récupérable et des choses comme ça, sont déductibles, hein. Ces divers impôts dus par l'entreprise avant le résultat sont déductibles s'ils sont générés dans le cadre de l'activité professionnelle, et donc on retombe toujours sur la gestion normale de l'entreprise. Alors l'idée est simplement de ne pas faire payer des impôts sur une assiette comprenant déjà certains impôts, cotisations obligatoires ou charges publiques hein, payées par l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise a déjà des obligations fiscales dans la vie quotidienne qui ne sont pas liées à son bénéfice, qui sont liées tout simplement à son activité. Et donc, si on refusait de déduire ces impôts qu'elle paye dans le cadre de son activité courante, et bien finalement, au titre des bénéfices, elle paierait en quelque sorte 2 fois. C'est-à-dire qu'elle payerait les impôts au titre de son activité courante, par exemple une taxe foncière, etc., etc. Et si elle ne peut pas la déduire, donc ça resterait dans l'assiette imposable et elle payerait des impôts sur ses bénéfices, sur cette assiette imposable. Donc elle payerait en quelque sorte les impôts 2 fois. C'est ce qu'on veut éviter. D'ailleurs, c'est parfaitement caractérisé hein, dans la politique fiscale, puisqu'on cherche à éviter ce qu'on appelle la double imposition économique.
C'est le fait de payer 2 fois des impôts, pour une même activité. Alors ces impôts et ces charges sont donc considérés comme des charges déductibles, hein, pour le calcul des BIC. Il s'agit en particulier, on l'a vu très, très rapidement à la fin de l'introduction, hein, de ce qu'on appelle les impôts de production. Donc, j'y reviens pas, ce sont du différentes taxes et impôts et cotisations obligatoires que l'entreprise paye dans le cadre de son fonctionnement normal, et qui sont différents des impôts sur les bénéfices. En ce différentes contributions obligatoires, on comprend également dans cette catégorie, qu'on peut déduire, hein, les droits de douane, qui sont obligatoires, mais qui ne sont pas strictement parlant des impôts, qui ne sont même pas du tout des impôts. Alors le caractère commun de tous ces frais, fiscaux déductibles, c'est qu'ils sont générés, si on peut faire une distinction, ils sont générés par l'activité, mais ils ne sont pas assis, sur le bénéfice de l'entreprise, assis au sens assiette. Ça, c'est le premier cas de figure, le cas le plus simple, donc pour simplifier, les impôts de production, ne sont pas imposables. Elles sont déductibles de l'assiette imposable. Deuxième cas de figure, qui est relativement simple, également, il s'agit, des amendes en général et notamment des amendes et majorations fiscales, hein, qui peuvent être infligées à l'entreprise dans le cadre de son activité. Alors les amendes et les sanctions administratives ou pénales ne sont pas en principe déductibles pour la raison qu'on a déjà vue plusieurs fois, parce qu'elles sanctionnent des actes irréguliers, donc des actes illicites. Il manque donc, un des 3 caractères constitutifs de la gestion normale de l'entreprise et de la déductibilité des charges. On se souvient que pour être déductibles, hein, les charges, doivent notamment, être faites par l'entreprise et pour l'entreprise, dans l'intérêt de l'entreprise. Elles doivent être conformes aux lois, ben là, en l'occurrence, c'est pas le cas et puis elles doivent être comptabilisées dans l'année. Donc il manque un des critères, importants. Enfin, troisième cas de figure, les impôts dus sur les résultats, à savoir les impôts sur les bénéfices, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'impôt sur les sociétés. Alors ces impôts-là ne sont pas déductibles. Alors, quelquefois, pas toujours, mais quelquefois les étudiants, s'interrogent: «Bah, tiens, pourquoi les impôts ne sont pas les impôts, qu'on paye, les impôts sur les bénéfices que paye l'entreprise ne sont pas, déductibles?» Alors, je dirais qu'il s'agit en fait d'une simple mesure logique, hein, consistant à ne pas, justement autoriser les entreprises à déduire leurs impôts, sur les bénéfices des bénéfices eux-mêmes. Vous voyez que la logique? Alors pour illustrer ça, on peut faire un raisonnement par l'absurde, supposons qu'on considère l'impôt sur les bénéfices comme une charge déductible, ce qui n'est pas le cas, justement. Cela signifierait qu'on pourrait déduire, cet impôt de l'assiette imposable, donc des bénéfices. Alors en prenant une assiette imposable, donc produit moins charge par exemple de 100 000 et en appliquant un taux d'imposition, sur les entreprises de 25 l'entreprise devrait 25 000 d'impôts. OK? Mais comme dans notre hypothèse absurde de départ, on considère que cet impôt est déductible, on va donc réintégrer, ces 25 000 dans les charges déductibles. OK? Donc notre assiette va passer de 100 000 à 75 000. Vous voyez? Donc on va se retrouver avec 75 000 d'impôts et ces 75 000 vont générer de nouveau 75 000 pardon, d'assiette imposable et cette assiette imposable, diminuée des 25 000 € d'impôts, va générer elle-même des impôts et ainsi de suite. Alors, avec ce mécanisme, on va constater que l'impôt, tend arithmétiquement, vers 0, hein et j'ai fait le calcul avec un petit tableau Excel. Heu, En fait, on atteint au bout d'une cinquantaine d'itérations, on atteint 0 impôt avec cette formule. Donc vous voyez qu'arithmétiquement, le fait de considérer que les impôts sur les bénéfices seraient déductibles est en soi une absurdité arithmétique puisque avec ce système-là, l'impôt aboutirait à 0. Donc on peut faire un petit schéma, pour résumer un peu la situation. Alors
Voilà pour les frais fiscaux. Les assurances sont une autre charge déductible à inclure dans la catégorie des frais généraux. Les cotisations versées par l'entreprise dans le cadre des contrats d'assurance, qu'on appelle aussi des polices d'assurance, sont déductibles hein, si elles couvrent le risque de perte d'un élément de l'actif immobilisé ou d'une charge d'exploitation de l'entreprise. Donc là, encore une fois, on retombe sur les trois grands critères de déductibilité hein, que j'ai évoqués. Oui, c'est déductible à condition que dépenses dans l'intérêt de l'entreprise, licite et régulièrement comptabilisées dans l'année de déduction. Et puis, on a, dans les frais généraux, on termine avec une sorte de catégorie fourre-tout, comme on a un peu l'habitude. Ce sont par exemple les loyers, les dépenses d'entretien, de réparation, les frais de bureau, les frais de correspondance et de communication, les frais de déplacement, de recherche scientifique, les pertes au change, hein, supportées à l'occasion d'opérations effectuées par l'entreprise en devise, en monnaie étrangère, les pertes supportées à la suite d'inondations, d'incendies, de cyclones, etc. Donc on a à la fois des dépenses, des charges qui peuvent être exceptionnelles, et d'autres qui le sont un tout petit peu moins. Alors par parenthèse, hein, la législation fiscale fait un sort particulier aux échanges qui sont et aux charges qui sont faites dans le cadre de relations avec les paradis fiscaux. Les termes officiels, je crois que je vous l'avais indiqué, mais je ne me souviens plus. C'était État et territoire non coopératif ou régimes fiscaux privilégiés. Et le principe de fiscalité rappelle hein, que certaines sommes, je lis, certaines sommes payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France, France fiscale, à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France, et ils sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont pas admises comme charge déductible pour l'établissement de l'impôt, sauf si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondantes sont faites pour des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré, ces dépenses. Il en est de même pour tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un de ces États ou territoires. Donc voilà pour les frais généraux. Alors je termine avec un mot. Hein. Alors sur le fond, les frais généraux doivent être distingués des amortissements, qu'on va voir tout de suite après. En effet, si on regarde bien, les frais généraux sont immédiatement et intégralement déductibles hein, au titre de l'année où ils sont réalisés, alors qu'on va voir que les amortissements donnent lieu justement à une déduction qui va être répartie sur plusieurs années ou exercices hein, comptables de l'entreprise. Enfin, je signale que la déduction des frais généraux donne lieu à de nombreux mini-cas pratiques qui doivent centrer l'attention des étudiants hein, sur les trois critères de déductibilité des charges. Non, je ne vais pas les rappeler. Voilà.